Alors, voilà, comme Laurence a dit, votre guide accompagnateur, Werner, n'est pas ici aujourd'hui, mais j'ai le plaisir de le remplacer pour vous présenter le voyage, même si je n'ai pas toutes les connaissances que lui saura vous transmettre sur place. Donc, tout d'abord, la période du 3 au 10 mars. Une chose que je peux vous dire à propos des aurores boréales, c'est qu'il y a moyen de prédire à l'avance certaines périodes de l'année qui sont plus favorables que d'autres pour l'observation des aurores. Une fois de plus, je laisserai à Werner sur place le soin de vous expliquer comment on peut déterminer ces périodes. Mais ce qui est important de savoir surtout, c'est que tout comme l'année passée, les dates du voyage 2024 ont été choisis expressément dans une période qui, sur papier, est très favorable. Donc, même si ce n'est jamais une garantie totale, on a quand même essayé de mettre toutes les chances de notre côté. Okay. Voilà. Alors, bon, je vais... Vous voyez mon curseur ici? OK. Juste pour vous montrer l'étape du voyage, donc là où l'année passée... Ici, je le vois ici, OK. Là où l'année passée, donc le voyage s'est mis ici, au départ de Reykjavik, par la côte sud, jusqu'ici à hauteur du Vatnajökull. L'année prochaine, on fait tout le contraire. On part vers le nord, donc il n'y a pas une seule étape du voyage qui sera similaire à celle de l'année dernière. Donc, vous commencez ici, à l'aéroport de Keflavik. Nous partons pour une première nuitée dans la région de Borgarnes ici. Je vous passerai bien sûr dans un instant toutes les étapes du voyage, où nous restons une nuit. Ensuite, nous partons à la péninsule ici, pardon, ici plutôt, où nous restons 2 nuits dans une région de village de pêcheurs très très pittoresque, pour terminer avec 3 nuits ici dans la région du lac de Mivaten. Et en fin de voyage, comme vous voyez qu'il n'y a finalement qu'une seule grande route circulaire autour de l'Islande, pour éviter de devoir faire le même trajet entier par la route pour revenir à Reykjavik, on vous donne un vol domestique d'environ 45 minutes de l'aéroport local d'Akureyri. J'ai perdu mon curseur, voilà. Donc à partir d'ici, directement jusqu'à la capitale de Reykjavik. Et c'est un vol domestique qui vous mènera directement à l'aéroport domestique, qui est vraiment tout près du centre-ville de Reykjavik et qui vous permettra par la même occasion d'encore visiter Reykjavik avant de rentrer en Belgique. Donc le vol aller direct de Bruxelles à Keflavik, environ 3 heures de vol, 3h15, avec 1 heure de décalage horaire. Et le premier jour, nous partons directement vers le nord, environ 150 km dans la région de Varmaland. Donc, nous ne nous arrêtons pas à Reykjavik à l'aller, mais ce sera pour le retour. Donc voilà, ce sera environ un peu moins de 2 heures de route à partir de l'aéroport jusqu'à la première étape, où vous aurez l'hôtel Varmaland, dont voici quelques images, avec dîner inclus, chambre confortable, tout le nécessaire, vraiment. Et en Islande, en général, les hôtels sont très, très bien situés au milieu de la nature. C'est une expérience en soi, avec tout confort, bien entendu. Alors, dans la région de Varmaland, donc là, nous sommes au 2e jour. Vous allez visiter le cratère de Grabok, avec possibilité de faire une promenade sur le volcan et de profiter du panorama. Vous allez avoir plusieurs arrêts en fait en cours de route vers votre prochaine étape. Donc, vous n'aurez jamais un transfert de plusieurs heures d'affilée. Vous allez avoir plein de choses à voir en chemin, notamment le cratère volcanique que vous voyez ici, avec possibilité par le sentier balisé d'en faire le tour et de visiter une fois de plus les panoramas sur les environs. Avec ou sans neige, ça dépendra un petit peu du temps. Très bien. Voilà, c'est en effet nettement un petit peu mieux encore. Alors, un autre arrêt, c'est la cascade de Glani, qui signifie clair en islandais. Et comme l'Islande est aussi une terre de légende, en plus des beautés naturelles, les Islandais croient dur comme fer que l'endroit est une base d'attache ou même un domicile pour des elfes et des trolls. Mais des genres d'anecdotes comme ça, vous en entendrez au cours de tout le voyage. C'est bon, on ne peut pas passer à côté en Islande.
Donc voilà, ici, vous voyez Glany tout près finalement de Borgarnes, là où nous sommes pour la première nuitée. Vous avez la vue ici avec ou sans neige, ça dépendra des conditions, parce que même si nous sommes en plein hiver, en Islande, il n'est pas garanti que vous ayez de la neige partout. À certains endroits peut-être bien, à d'autres non. 100 km plus loin peut-être oui, peut-être non. C'est fort variable. Prochain arrêt, c'est un centre d'accueil et d'information du phoque, parce que cette région-là a une très très grande colonie de phoques, avec centre d'accueil aussi au cas où on retrouve des phoques blessés ou quoi que ce soit. Donc c'est une visite très très intéressante, très couleur locale aussi. Vous verrez les maisons de tourbe en chemin, typique pour l'Islande bien sûr, version avec et sans neige une fois de plus. Pour terminer au village de pêcheurs de Siglufjordur, tout à fait dans le nord. Dans ce village-là, vous allez rester 2 nuits entières, ce qui donne tout le temps de visiter la péninsule, qui donne finalement une vue plus belle que l'autre à courte distance. Comme vous voyez ici, par exemple, Hofsos, qui fait un peu penser à la chaussée des géants en Irlande, pour ceux qui ont été peut-être déjà là-bas. La même formation, finalement, de colonnes de basalte. Et ça, c'est le village donc de pêcheurs de Siglufjordur, où vous passerez 2 nuits. Village très petit, très couleur locale, mais avec finalement beaucoup d'histoire aussi, parce que notamment la péninsule a une très très grande valeur historique pour ce qui est de la pêche au hareng. Et donc ça, c'est votre hôtel à Siglufjordur pour 2 nuitées. Donc en pleine nature, en plein milieu du village. Et du fait que nous sommes en plein milieu du village, en plein milieu de nature, évidemment, pour l'observation des aurores boréales, c'est un thème sur lequel je reviendrai plus amplement vers la fin de la présentation. C'est bien sûr idéal. Vous aurez toujours très très peu de problèmes de luminosité pour l'observation. Voilà, juste pour vous donner quelques idées de l'hôtel qui est prévu. L'hôtel Siglufjordur Siglo, toujours de même catégorie. Et comme la région est, comme je disais, connue pour la pêche au hareng, une visite au musée du hareng s'impose. Et quand on parle d'une journée relax à Siglufjordur, on veut dire relax parce qu'il y a tellement de choses à voir à courte distance que vous n'aurez pas besoin de partir tôt, vous n'aurez aucun long transfert cette journée-là. Ce sera vraiment une journée bien remplie, mais pleine de découvertes, sans devoir faire des kilomètres à la ronde pour voir l'une après l'autre des splendides beautés naturelles. Vous partirez au village voisin de Olafsfjordur, tout aussi pittoresque que celui où vous logerez. Et alors, en quittant cette région, nous allons vers la région de Mývatn, en passant par la plus grande ville du nord, qui s'appelle Akureyri, donc la deuxième ville d'Islande, après Reykjavik. À Akureyri, nous y ferons un arrêt avec plusieurs visites, notamment la maison de Noël, qui est ouverte toute l'année, qui n'est pas très grande, mais qui montre les légendes de Noël et l'histoire d'Islande. Nous passerons par la maison de Nonni, qui est un écrivain islandais très célèbre et dont, bien sûr, nous vous donnerons beaucoup plus de détails sur place. Encore d'autres maisons à toit de tourbe. Et nous passerons aussi par l'énorme chute d'eau de Godafoss, ce qui signifie la chute des dieux, qui n'a pas seulement une beauté naturelle, mais qui est aussi historiquement très importante, car c'est ici qu'en l'an 1000, le chef viking Thorgeir a décidé de reconnaître le christianisme à la place de la religion d'application à ce moment-là. Donc à ce moment-là, les vieux dieux, enfin les anciens dieux, comme Thor, Odin, tous ces grands noms, ont carrément été oubliés et comme symbolique, le chef guerrier a jeté les effigies dans la chute d'eau, juste pour montrer que voilà, ceux-là sont rejetés en faveur du christianisme. Donc voilà la même chute de Godafoss avec de la neige. Donc je ne peux pas vous garantir quelle version vous verrez sur place, mais dans les deux cas, elle est splendide. Et donc pour 3 nuitées, vous serez à l'hôtel Berjaya dans la région de Mývatn, dont voici encore quelques impressions. Toujours en pleine nature, toujours avec toutes les possibilités d'observation d'aurore boréale le soir, toujours avec les mêmes vues magnifiques et tout confort. Dans la région de Mývatn, il y a
tellement de choses à voir. C'est notamment la région géothermique d'Islande par excellence. Vous commencerez par les pseudocratères de Skútustadir. On les appelle pseudocratères car, contrairement aux véritables cratères, ils n'ont pas de cheminée volcanique. Donc, c'est une formation qui se crée quand une coulée de lave entre en contact avec l'eau du lac. Ça crée des explosions de vapeur et ça crée ce qu'on nomme ces pseudocratères qui n'ont donc pas de cheminée volcanique. Autre visite de la région, ce qu'on appelle les châteaux sombres. Donc, ce sont toutes des formations volcaniques, anciennes coulées de lave, qui forment ces aspects un peu bizarres. Et bien sûr, l'Islande ne serait pas l'Islande si beaucoup de personnes n'y voyaient pas des trolls pétrifiés, notamment. La visite de Grottaglia peut être sous réserve, parce que si jamais vous avez beaucoup de neige, il se peut que l'entrée soit bloquée. Ça peut arriver. Mais bon, dans le cas contraire, évidemment, nous vous offrons cette visite-là également. Donc, c'est un lac naturel intérieur, mais d'une eau qui était à l'origine chaude au point de s'y baigner. Mais entre-temps, la baignade y était interdite parce que l'eau est carrément devenue brûlante. Ceux d'entre vous connaissent peut-être le site si vous êtes amateur de séries télévisées. Vous avez le Trône de Fer ou Game of Thrones qui a été filmé là. D'antan, ils étaient encore capables de s'y baigner. Maintenant, absolument interdit tellement l'eau est bouillante. Et un des plus sites, ou peut-être le site le plus connu dans la région de Mývatn pour tout ce qui est phénomène géothermique, Namaskart. Là, vous avez vraiment des solfatares, des fumaroles, des mares de boue bouillonnantes, l'une à côté de l'autre. Voilà, c'est un énorme espace comme vous voyez ici. C'est vraiment un phénomène géothermique à côté de l'autre. Et bien sûr, vous avez aussi un petit inconvénient, c'est l'odeur de soufre qui va vous accompagner partout. Mais c'est un site vraiment, c'est fascinant. Vous avez une richesse en couleurs, en phénomènes géothermiques. C'est vraiment un des points forts de la région de Mývatn. Alors, comme autre visite dans la région, nous avons Vierfell, qui est un cratère constitué de cendres noires vifs. Et selon les conditions météorologiques, ici aussi, il est possible de faire le tour du cratère à pied. Ce sera à voir sur place, selon les conditions, si c'est possible de le faire ou non. Dans un cas comme dans l'autre, vous passerez par ce cratère, ainsi que par Krafla, un volcan dont le nom est beaucoup plus connu. Et là aussi, vous aurez l'occasion de vous promener sur les anciennes coulées de lave. C'est carrément des espaces qui sont couverts d'anciennes coulées de lave. Avec évidemment, vu qu'il est encore toujours actif par moment, la vapeur qui s'échappe. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir une véritable coulée ou non. C'est toujours un peu imprévisible. Toujours dans la même région de Mývatn, nous sommes déjà au 6e jour. Nous partons un petit peu vers le nord, de nouveau vers la côte, vers le village de Husavik, qui est un très très beau village de pêcheurs aussi. Le voici, avec une charmante petite église au milieu. Et là, nous avons une visite au musée de la baleine, qui est un des meilleurs musées de la baleine au monde, étant donné que l'Islande a bien sûr un passé très riche pour ce qui est de chasse à la baleine. Mais c'est un musée qui est vraiment très, très bien fait et très impressionnant. Dans la même région, vous irez voir le canyon de Asbjörgi. C'est un énorme canyon en forme de fer à cheval avec des parois hautes d'une centaine de mètres. Et selon la légende, celui-ci serait apparu, ce serait en fait la trace du pied de Sleipnir, le cheval du dieu Odin. Il y aurait posé sa marque sur le sol, ce qui aurait créé cet énorme canyon en forme de fer à cheval. Autre formation particulière dans la région, l'Iodakletar sur la route, où normalement aussi nous ferons un arrêt avant d'arriver à la chute d'eau la plus puissante au monde, celle de Dettifoss. Et enfin, l'Islande ne serait pas l'Islande sans les fameuses sources d'eau chaude. Elles sont incontournables, elles sont un vrai plaisir. Ceux-ci sont ceux de Mývatn.
Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'Islande, vous aurez sans doute déjà entendu parler des bains dans la région de Reykjavik. C'est un phénomène tout à fait similaire. Certaines personnes préfèrent ceux de Mývatn justement parce qu'ils sont moins touristiques, parce qu'ils sont beaucoup plus loin de Reykjavik, un peu moins accessibles, disons. Enfin, quoi qu'il en soit, nous vous proposons bien sûr un moment de bien-être total. Donc surtout, n'oubliez pas vos maillots de bain. Je vous pense que même en plein hiver, l'eau est d'une chaleur délicieuse. C'est un vrai plaisir. Et donc, comme je vous disais, avant de rentrer à Reykjavik, vous avez un vol de 45 minutes. Si le temps est clair, vous aurez même une vue splendide sur l'Islande avec glacier. Donc, par temps clair, je vous le souhaite. Et du fait que nous arriverons donc dans la matinée encore à l'aéroport domestique tout près du centre de Reykjavik, vous aurez encore la journée pour visiter la ville, toujours avec votre guide Werner, qui vous amènera par tous les points principaux, notamment la cathédrale que vous voyez ici, vue générale de la ville, ou même les rues commerçantes, dont en voici une, bordée de souvenirs toutes sortes, mais toujours très pittoresque, très agréable pour s'y promener, et très facile à faire à pied aussi. Le centre de Reykjavik n'est vraiment pas grand, donc là, on n'a pas besoin de transfert, on fait tout à pied à notre propre rythme. Voilà, toujours à Reykjavik, ceci est le centre de congrès et d'événements, très très moderne. Et le lendemain, hélas, le vol est très tôt. Donc, après une dernière nuitée à Reykjavik, nous vous emmenons pour un transfert d'environ 3/4 d'heure jusqu'à l'aéroport international pour votre vol retour vers Bruxelles. Voilà, donc voilà déjà pour le voyage même. Mais évidemment, il reste le thème principal, les aurores boréales. Bon, d'abord, comme information pratique, petit déjeuner et dîner sont prévus, déjeuner sur place sont libres, mais bien sûr, Werner aura toujours les bons endroits à vous indiquer. Nous prévoyons toujours les endroits adéquats avec plus qu'assez de temps pour prendre les déjeuners. Pour ce qui est du climat, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Islande n'est pas particulièrement froid en température en plein hiver. Vous n'aurez pas de température de -20 ou des choses comme ça. En général, il faut compter autour de zéro, un peu plus, un peu moins. Mais par contre, le temps est très variable. Il peut y avoir du soleil, il peut y avoir un ciel dégagé, tout comme il peut y avoir de la pluie ou de la neige ou surtout du vent. Donc, très important, des vêtements et des chaussures imperméables, coupe-vent, bonnet, gants, écharpe. Et, comme je vous disais, pour les bains, également un maillot de bain. Voilà, donc ceci montre plus ou moins en effet les différences de température. Donc, au mois de mars, nous sommes effectivement autour de, mettons, plus ou moins entre -2 et 2 degrés en grande ligne. Et malgré la situation fort au nord de l'Islande, au mois de mars, le soleil se lève plus ou moins vers 8h30 pour ne se coucher finalement que vers presque 19h. Donc, malgré la situation fort au nord, vous aurez une grande partie de la journée avec beaucoup de luminosité. Donc, les vols directs avec Icelandair, départ à Bruxelles, 12h50, arrivée à 15h15, heure locale, à l'aéroport de Keflavik, et le retour donc le matin tôt pour arriver un peu avant midi à Bruxelles. Et bien sûr, les aurores boréales. Donc, moi-même, je ne suis pas, contrairement à Werner, votre guide, une grande connaisseuse, mais juste en 2 mots, le phénomène est en fait dépendant de l'activité solaire. Et les aurores boréales, ce sont en fait des particules solaires qu'on appelle des protons, qui vont entrer en collision avec le champ magnétique de la Terre. Et c'est cette collision qui va créer ces luminosités qu'on appelle les aurores boréales. Donc, plus il y a d'activité solaire, donc sur le côté droit, plus la chance d'observer des aurores boréales est grande. Donc ici, vous n'avez presque pas d'activité. Ici, les points foncés, vous en avez déjà nettement plus, donc plus de chances pour l'observation des aurores. En pratique sur place, l'idée est d'essayer chaque soir de les observer. Donc chaque soir, Werner sortira avec vous en espérant pouvoir les voir. Bon, évidemment, la première chose qu'il faut avoir, c'est un ciel dégagé.
quand on a un ciel nuageux, il peut y avoir les plus belles aurores au ciel. Évidemment, si les nuages les cachent, on ne les verra pas. Mais bon, comme je vous ai dit, le temps en Islande est très variable et il est rare que pendant une semaine d'affilée, le ciel soit couvert. C'est tellement variable que ça peut vraiment changer très vite, parfois d'heure en heure. Et de ce point de vue-là, il est possible que, mettons, à 10 heures du soir, vous n'ayez pas d'aurore, mais qu'elle apparaisse bien à 2 heures du matin. Bon, à ce moment-là, évidemment, on ne va pas vous demander de rester éveillé toute la nuit. Par contre, ce que beaucoup d'hôtels proposent, c'est un réveil matin en cas d'aurore boréale. Donc, si ça vous intéresse, vous donnez votre nom à la réception. Et si jamais il y a vraiment une aurore magnifique en plein milieu de la nuit, ils vont vous réveiller. Si vous dites je suis fatigué, je préfère dormir ma nuit entière, vous ne donnez pas votre nom, on vous laisse tranquille. Pareil. Mais au moins, on vous donne l'occasion de ne pas rater le spectacle si jamais il se présente à des heures incroyables. Donc voilà, et pour terminer, donc voilà ce que j'espère que vous pourrez voir sur place, ce que Werner vous montrera comment détecter. Il m'a d'ailleurs fait savoir qu'il y a très peu de temps, à partir de la fin août, il y a eu une activité solaire intense et qu'il paraît qu'en Islande, il y a eu des aurores boréales à couper le souffle. Et si on pouvait avoir ça au mois de mars, c'est le rêve. Évidemment, avec un peu de chance, vous les aurez, peut-être pas tous les jours, mais quand même, je vous le souhaite de tout cœur. Donc voilà, j'espère vous avoir donné une bonne idée du voyage. Je crois avoir fait le tour, Laurence. Voilà, je vous laisse revenir si jamais vous avez des questions quelconques. Ça, c'est moi qui vais répondre. Difficulté 4 parce que effectivement, c'est un sol caillouteux, glissant à par moment, puisque on ne sait pas, comme tu le disais, ça peut être, on passe de la neige à 200, à 1 kilomètre plus tard. Et d'ailleurs, il faut vous donner, l'agence donne parfois des crampons qu'on attache aux chaussures, donc il faut avoir une certaine mobilité. C'est pas réservé à tout le monde, donc c'est important de, voilà, je voulais être certaine d'avoir un public qui a bien conscience que ça peut être très glissant quand même, hein. Même si, comme tu le disais, les températures, bon, on l'a connu lors de notre voyage. Il y a des moments où on avait le ciel, le sol brun, presque un sol d'été. Puis on prend le bus et un quart d'heure plus tard, on était dans une tempête de neige. Ce que tu dis est tellement vrai. Cette différence de climat, ce qui signifie qu'il faut bien s'habiller aussi malgré tout, parce que si on reste dehors. Et pour ajouter à ce que tu disais, Werner crée un groupe WhatsApp. Et alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on se tient au courant des probabilités, parce que lui surveille ça presque pendant la nuit. Et il envoie alors des notifications. Donc, ça, c'est bien d'avoir voilà, un WhatsApp installé sur son GSM pour faire ce voyage aussi. Dites-moi. On paye, là-bas, vous payez en euros, que je me souvienne, en couronne islandaise, oui. Oui. Ben, en général, moi, je paye avec carte quand j'étais. C'est le plus simple. Ouais. Il y a moyen éventuellement de retirer de l'argent aux distributeurs aussi sur place, question de ne pas devoir échanger à l'avance. Donc les distributeurs en Islande sont omniprésents, donc vous pouvez facilement retirer de l'argent sur place ou même à l'arrivée à l'aéroport changer si vous préférez cette option. Oui, ça se fait très couramment. Mais bon, c'est un peu comme on veut, mais de toute façon, comme je vous disais, les distributeurs sont partout. Donc si Werner le sait à l'avance, on fera un arrêt prévu. Oui, 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 oui. Les cartes sont acceptées partout, sans problème. Voilà.